Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge Audio. Bonjour à toutes et à tous, Ramsès du cinéma et ou Néfertiti de la science et tous ceux qui nous écoutent en se demandant s'il est possible de se faire momifier en France à sa mort. Et la réponse, c'est non, désolé. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7ème art la ramène, Sa Science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins énigmatiques et on fait répondre un ou une experte. Ce mois-ci, le film choisi est La momie de Stephen Sommers et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est pourquoi sommes-nous si fascinés par l'Égypte ancienne ? Pour cela, nous allons voir l'histoire de l'égyptologie, le rapport du pays à son propre héritage culturel, le pouvoir qu'exercent encore et toujours les momies sur notre imaginaire, ainsi que la réalité du terrain pour un égyptologue. Et non, il ou elle ne passe pas son temps à déchiffrer des hiéroglyphes. Pardon. Pour cela, nous avons à notre côté une experte, Claire Somaglino, égyptologue et maîtresse de conférences à Sorbonne Université. Elle est spécialiste des questions de perception et gestion de l'espace, ainsi que de géographie culturelle de l'Égypte ancienne et co-dirige un chantier de fouilles sur la mer Rouge. Bonjour Claire. Bonjour. Jonathan, je crois que tu as trouvé quelque chose. Une très ancienne légende parle d'un endroit appelé la Cité des Morts, la porte de l'enfer. L'endroit où les pharaons de l'ancien empire cachaient les richesses de l'Égypte. Est-ce que nous allons nous battre ? Mademoiselle, il y a quelque chose là-bas, dissimulé sous les dunes de sable. Ils viennent pour découvrir son secret. Les momies, mon cher, l'endroit où on les embaumait. Ils cherchent à s'emparer de son trésor. Que la lumière soit Incroyable. Au lieu de cela, Oh mon Dieu, il existe vraiment. Je dirais que c'est peut-être le livre des morts. ils libèrent une force comme le monde n'en a jamais connue. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans La momie. Sorti en 1999 et réalisé par Stephen Sommers, le film est une nouvelle version du film américain du même nom de 1932. La momie débute en pleine Égypte ancienne en 1290 avant Jésus-Christ, alors que le grand prêtre de Thèbes, Imhotep, est momifié vivant et enseveli dans une crypte secrète d'Amunaptra, la cité des morts, pour avoir osé défier le pharaon en lui ravissant sa jeune maîtresse. Du fond de son sarcophage, le grand prêtre jure de se venger du genre humain. Quelques années plus tard, et vraiment plus tard, dans les années 1920, un aventurier américain, Rick O'Connell, joué par le merveilleux Brendan Fraser que j'adore, découvre fortuitement les ruines d'Amunaptra que des générations d'égyptologues recherchaient en vain. Il met dans le secret une jeune égyptologue, Evie, interprétée par la non moins formidable Rachel Weisz, et ensemble, ils partent à la recherche du trésor des pharaons. Vous avez vu le film, Claire ? Oui, j'ai vu le film il y a quelques années, un peu après sa sortie, et puis je l'ai revu récemment avant ce podcast, justement. Très sérieuse. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé déjà en tant que spectatrice avant, même si j'imagine que l'égyptologue en vous ne peut pas s'empêcher de voir des choses, mais déjà en tant que spectatrice ? Oui, j'ai du mal à avoir un regard neutre sur ce type de film, forcément. Alors, c'est un bon film de divertissement, on s'amuse, le temps passe vite, il y a de bons acteurs, des effets spéciaux impressionnants, etc. En tant qu'égyptologue, forcément, ça me fait quand même rire. C'est une Égypte absolument fantasmée, et c'est intéressant en soi parce que l'Égypte ancienne a fait l'objet d'une réappropriation, et puis il y a toute une série de fantasmes autour de l'Égypte, et là on est clairement dans le résumé de l'ensemble des fantasmes, pyramides, momies, malédictions, morts-vivants, enfin bon. On a tout cela, mais c'est aussi, je crois, un jeu avec les codes du film de genre, et les films de momies, il y en a eu énormément, et je crois qu'il y a aussi tout ce jeu-là qui est présent, je pense, dans la mémoire du réalisateur. Ah bah, tout à fait, d'ailleurs on va revenir un petit peu justement sur ce fantasme des momies, mais avant toute chose déjà, quand est-ce qu'elle est apparue cette égyptologie ? Quand est-ce qu'on a commencé à en faire une science en fait ?
Alors, traditionnellement, on place la naissance de la science égyptologique en 1822, c'est-à-dire au moment où Jean-François Champollion commence à déchiffrer les hiéroglyphes. Déchiffrement dont on a fêté le bicentenaire l'an dernier. Ah bah oui, c'est vrai. Voilà, oui, on était en 2022. Une série de manifestations autour de ce bicentenaire. Donc, c'est là que l'on place traditionnellement la naissance de la science égyptologique. Alors, bien sûr, il y a une histoire un petit peu plus complexe qui explique elle-même ce déchiffrement en 1822. Il y a l'expédition d'Égypte de Bonaparte entre 1798 et 1801 qui met l'Égypte à la mode en Europe, notamment en France, avec toute une mode du retour d'Égypte, des meubles, des tasses, de la vaisselle, mais aussi d'un point de vue scientifique. Eh bien, l'entreprise monumentale de la publication de la description de l'Égypte, puisque Bonaparte avait emmené dans cette entreprise militaire au départ, eh bien, un groupe de savants qui a fait des relevés de monuments, mais pas seulement de monuments, il y a également tout le relevé de la faune, de la flore, etc. Il y a une entreprise de connaissances encyclopédiques de l'Égypte du début du 19e siècle, fin 18e, début 19e. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de Napoléon, on parle de Champollion, et en gros, on a l'impression que l'égyptologie, c'est très occidental. Alors, les monuments anciens, ils ont été décrits par des savants arabes aussi. On pensera à Makrizi, par exemple, au Moyen-Âge, par un certain nombre de voyageurs occidentaux aussi à des époques anciennes. Mais véritablement, il y a cette entreprise de redécouverte de l'Égypte ancienne d'un point de vue, on va dire, scientifique qui se fait au XIXe siècle. Après l'expédition d'Égypte, justement, c'est une époque où il y a une certaine recherche des origines de la civilisation dans l'esprit de la fin des Lumières, et différents pays comme la France ou l'Angleterre cherchent justement à s'associer à ces origines de la civilisation, à les redécouvrir, et donc il y a aussi un agenda occidental, politico-culturel dans ces recherches sur la langue égyptienne et dans ces recherches sur les origines du progrès, telles qu'ils sont vues à cette époque-là. Et désormais, de nos jours, est-ce que l'Égypte s'est emparée d'autant plus de cette égyptologie, de cet héritage culturel? Qu'est-ce qu'elle en fait, en fait? Est-ce que vraiment, elle, vous l'avez dit, il y avait un agenda culturel aussi occidental, enfin un agenda politique et culturel occidental, mais désormais, est-ce que l'Égypte a pris les devants de son propre héritage? Alors oui, il y a bien sûr maintenant des archéologues, des égyptologues égyptiens, enfin il y en a eu tout au long du XXe siècle d'ailleurs, mais par exemple le service des antiquités de l'Égypte, qui a été fondé par les Français au XIXe siècle, n'est dirigé par un Égyptien que depuis 1953, c'est-à-dire à partir du moment où l'Égypte prend son indépendance politique. Donc c'est assez tardif finalement. C'est pas si vieux. Voilà, tout à fait. Mais désormais, bien sûr, il y a un ministère des Antiquités et du Tourisme égyptien, dirigé par des Égyptiens, etc. Tout ce qui relève de, on va dire, une certaine souveraineté archéologique est égyptien maintenant, puisque ce sont les Égyptiens qui décident de l'attribution des concessions de fouilles. Il y a des fouilles égyptiennes, mais aussi il continue à y avoir des fouilles françaises, anglaises, espagnoles. Il y a une multitude de pays qui ont des équipes de fouilles, souvent internationales, en Égypte, qui collaborent avec des collègues égyptiens. L'Antiquité égyptienne, les autorités égyptiennes, en premier lieu, s'en emparent. C'est un point fort de l'économie du pays aussi, puisque le tourisme est capital dans l'économie égyptienne, et que ce tourisme est clairement en large partie fondé sur l'exploitation, entre guillemets, de l'Antiquité pharaonique. Ce qui est mis en avant, c'est la visite des monuments d'époque pharaonique, essentiellement pour attirer un tourisme international. Voilà. Mais il y a aussi culturellement d'autres appropriations de ce passé très ancien. Par exemple, pendant la Révolution égyptienne en 2011, il y avait un certain nombre de graffitis dans les rues avec une Néfertiti avec un masque à gaz, etc. Donc un certain nombre de symboles quand même sont réappropriés par la population aujourd'hui. Dans les années 20, parce que je redis que le film se passe dans les années 20, c'est là où je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on a découvert
tombeau de Toutankhamon. Est-ce que cette découverte-là a lancé peut-être un regain d'intérêt pour l'égyptologie de manière mondiale ? Alors oui, clairement, cette découverte assez extraordinaire a relancé l'intérêt pour l'Égypte, qui était déjà assez fort. Donc découverte qui a été faite en 1922. On a fêté donc le centenaire l'an dernier. C'était décidément en fait, il y a quelque chose avec année, l'année 22 vis-à-vis de cette Égypte. Visiblement. Donc oui, parce que ça correspondait aussi à tous les fantasmes sur l'Égypte, le tombeau inviolé, le trésor, le jeune roi mort. Enfin bon, il y avait quand même toute une série de choses. Et puis, il y a eu des choses qui ont été créées au moment de la découverte, soi-disant la malédiction et la mort de Lord Carnarvon, etc. Bon, voilà. Tout cela... Il n'y avait pas de malédiction ? Visiblement, non. Quelle déception. Quelle déception, vous m'enlevez toute une partie du mystère. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi la découverte, enfin pas la découverte, d'ailleurs, cette cité pas cité des morts, justement la vallée des rois, est-ce qu'elle était déjà connue avant la découverte de Toutankhamon ? Oui, largement, ouais. Puisque elle avait déjà fait l'objet de... entre guillemets, fouilles, plutôt je dirais de pillages, tout au long du 19e siècle. Donc elle était largement connue, et lorsque Carter entame donc ses recherches dans la vallée des rois, la majorité des tombeaux sont déjà connus et ouverts. Et d'ailleurs, dans le film, donc on est dans cette cité, la cité d'Amun-Aptra. C'est pour ça que je parle de la vallée des rois, parce que la cité d'Amun-Aptra, c'est la cité des morts. Soi-disant, elle n'existe pas, cette cité d'Amun-Aptra. Ah non, pas du tout. C'est un fantasme complet, surtout qu'elle est située en plein désert. Et les nécropoles, royales ou privées, étaient situées sur la marge désertique de la vallée du Nil, mais vraiment à quelques kilomètres ou quelques centaines de mètres du Nil. Donc on n'est pas du tout dans une cité en plein désert. D'ailleurs, ça ne rime à rien, cette cité des morts en plein désert. C'est une sorte d'aberration. Mais là aussi, je pense que ça renvoie à d'autres mythes qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'Égypte. Cléopâtre m'a demandé de construire un palais pour César. Ici. Sur tout ce terrain. De là à de là. Oh, c'est déjà du bon palais, là. Cléopâtre veut que ça soit moderne et audacieux. Convoque tous les ouvriers que tu pourras trouver. Fais creuser les fondations là-bas. Là, à côté du palmier, on va faire une grande dalle avec plein de statues, qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins, avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seuls meunières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré, avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien même. Ce qui est intéressant dans cette cité d'Amun-Aptra, c'est qu'elle a l'air de regrouper deux choses différentes. À la fois la majesté des pyramides, parce que la cité d'Amun-Aptra est très belle et très grande, et le côté caché de la vallée des rois, où les tombeaux étaient beaucoup plus souterrains. Est-ce que cette cité raconte un peu presque l'évolution de la manière dont on enterrait les morts en Égypte, quoi ? Oui, il y a une évolution, parce que bien entendu, pendant 3000 ans d'histoire ancienne égyptienne, l'histoire pharaonique, il y a des évolutions constantes. Les monuments égyptiens issus de la royauté, de l'élite, ont tendance à favoriser une présentation qui donne l'impression d'une continuité énorme. Alors, il y a des éléments de continuité, mais il y a aussi des évolutions constantes. Alors, notamment dans l'architecture des tombeaux royaux, par exemple. À l'Ancien Empire, au Moyen Empire, qui sont des grandes périodes de l'histoire égyptienne, eh bien, le tombeau du roi est dans ou sous une pyramide et entouré de différents temples pour le culte de la mémoire du roi. Et puis au Nouvel Empire, une nouvelle forme de tombe se met en place, à savoir qu'il y a une séparation entre l'endroit où se trouve la momie royale, donc le caveau, la tombe elle-même, et puis l'endroit où se fait le culte. Donc le tombeau est dans la vallée des rois, à l'ouest de Luxor, de l'actuelle Luxor, c'était l'ancienne Thèbes dans l'Antiquité. Le fameux Thèbes du film. Voilà, tout à fait. Et puis, la structure de culte, le temple, se situe à 1,5-2 km du tombeau, donc c'est-à-dire au niveau des terres cultivables le long du Nil. Voilà. Donc il y a une séparation, une coupure en deux entre la structure de culte, dans laquelle se fait ensuite le culte au roi mort, et puis le tombeau lui-même. Et là, on parle des momies royales, évidemment, mais dans le film, il est question d'un prêtre qui a fait quelque chose de pas bien vis-à-vis de son pharaon. Qui avait le droit d'être momifié ?
Alors, surtout, qui avait les moyens de se faire momifier? Ah oui, parce que oui, j'imagine qu'il fallait payer. Ben oui, parce que, contrairement à ce que l'on pense aujourd'hui, tous les Égyptiens n'étaient pas momifiés, loin de là. Il fallait avoir les moyens de se faire momifier. Et puis, il y avait différents, on va dire... différents packs. On achetait un pack, un peu comme les obsèques. On achète un pack momification. Ça, exactement, avec des produits plus ou moins luxueux, des opérations plus ou moins longues, etc., en fonction des moyens qui étaient disponibles pour la personne décédée. Donc on ne momifiait pas quelqu'un qui avait fait quelque chose de très mal pour le punir. Non. La momification vivante, de toute façon, telle qu'elle apparaît dans ce film, est une sorte d'aberration. Je crois que vraiment, là, on est dans le fantasme cinématographique. Et d'ailleurs, on va continuer d'habitude, j'aime pas trop faire ça, c'est-à-dire prendre ce qui va pas peut-être dans un film et voir la réalité, mais là, on a tellement de questions par rapport à ce film-là et qui travaille nos imaginaires, donc on a envie de dire sur quoi c'est basé dans la réalité. Le livre des morts. Mm-hmm. Parce que dans le film, donc, il y a ce livre des morts pour ressusciter éventuellement donc la momie, en l'occurrence. Et au début, lui, il l'utilise pour essayer de ressusciter sa maîtresse. Il y a des livres des morts? Alors oui, il y a le livre des morts, qui est l'une des grandes compositions funéraires de l'Égypte ancienne. En revanche, ça n'est pas un livre au sens où on l'entend aujourd'hui, et il a été interprété... c'est pas un bouquin relié. C'est pas un écrit format livre comme il apparaît dans le film, où on a cette espèce de livre en métal, mais un livre format livre. Dans l'Antiquité égyptienne, il n'y a pas de livre format livre. Il y a des volumens, des rouleaux, en fait. Donc le livre des morts, c'est une appellation un tout petit peu abusive que l'on a aujourd'hui. En réalité, c'était une composition funéraire écrite sur un ou des rouleaux de papyrus qui pouvaient être très longs. Voilà. Et en égyptien, si on le traduit, il s'appelle non pas livre des morts, mais pour sortir au jour. Hein. Alors, c'est une série de formules, c'est une sorte de guide, en fait, pour aider le défunt à traverser un certain nombre d'épreuves pour parvenir jusqu'au tribunal d'Osiris et le dieu des morts, et pour gagner ensuite le monde des morts, en fait. Donc pour renaître dans le monde des morts. Voilà. Et ces formules étaient censées aider le défunt. Il y a toute une série de textes funéraires en Égypte ancienne. On a l'Ancien Empire, les textes des pyramides, puis les textes des sarcophages au Moyen Empire. Et à partir du Nouvel Empire, on a ce fameux livre des morts qui, à la fois, reprend des formules des textes plus anciens, et puis d'autres formules sont inventées, compilées. Là aussi, en fonction des moyens, il pouvait y avoir des versions plus ou moins longues, plus ou moins illustrées, qui étaient placées dans le sarcophage à côté du défunt, pour ceux qui avaient encore une fois les moyens de se payer un livre des morts. On a un sérieux problème. Universal Pictures vous invite... Son pouvoir grandit. Alors là, on peut dire que c'est de mieux en mieux. À vivre une aventure... Peut-être qu'il a déjà choisi sa victime pour le sacrifice humain. Éternel. Quand il m'aura transformé en momie, vous serez le prochain sur la liste. La momie. Dans le film, l'égyptologue de la bande, c'est Evie Carnahan, donc jouée par elle aussi l'incroyable Rachel Weisz, je tiens à le dire. Alors, si on doit la décrire, elle est un peu maladroite, c'est un véritable rat de bibliothèque. D'ailleurs, elle est bibliothécaire et elle en est très fière. Elle sait lire couramment les hiéroglyphes et elle connaît à peu près tout sur tout de l'Égypte ancienne. C'est-à-dire qu'elle a l'air d'avoir une connaissance vraiment encyclopédique de l'Égypte ancienne. C'est ça, être un égyptologue? Vous reconnaissez dans Rachel Weisz, enfin en tout cas dans Evie Carnahan? Non, pas tellement. Oh mince, alors pourtant vous aviez des lunettes toutes les deux. Moi, j'ai envie de dire. Je crois qu'il y a toujours ces deux images du savant qui ont tendance à apparaître dans les films. Soit le savant complètement étourdi, type Trifon Tournesol. Et alors, si elle est plus attrayante physiquement que Trifon Tournesol, il a son charme, cette Evie Carnahan, malgré tout, elle est très étourdie, un petit peu maladroite. Et puis, il y a la version Indiana Jones, l'aventurier, à qui il arrive des choses incroyables. Bon, je crois qu'on n'est pas complètement dans ce qui fait le cœur de notre métier. Et sans doute de moins en moins, donc voilà. Alors concrètement, c'est quoi être égyptologue maintenant?
Alors, être égyptologue, c'est être un spécialiste de l'Égypte ancienne. Ensuite, il y a plusieurs spécialités. Un certain nombre de collègues sont plutôt philologues, donc se consacrent à l'étude des textes hiéroglyphiques, hiératiques, enfin ceux qui sont écrits en ancien égyptien, quelle que soit l'écriture. Et puis, d'autres sont plutôt archéologues, donc fouillent des sites archéologiques en Égypte. Enfin, voilà, il y a différentes spécialités, d'autres plutôt historiens. On peut mélanger aussi un certain nombre de ces spécialités. Généralement, dans la formation d'un égyptologue, il y a l'apprentissage, un minimum, de l'écriture hiéroglyphique. Voilà. Mais je dirais qu'un égyptologue, c'est quelqu'un qui travaille sur l'Égypte ancienne, tout simplement. C'est vrai qu'on a l'impression que quand on parle d'Égypte ancienne, on nous ramène aux momies et aux pyramides, à peu près. Si je devais caricaturer, je dirais que c'est à peu près les deux seules choses auxquelles on pense. Mais c'est un peu des clichés, c'est-à-dire que certes, c'est la réalité de l'Égypte ancienne, mais il n'y a pas que ça. Comment, à votre avis, on peut intéresser le grand public, ou en tout cas permettre de faire découvrir autre chose de cette Égypte ancienne pour sortir un tout petit peu de cette vision assez réductrice, finalement, de l'Égypte ancienne? Alors déjà, montrer d'autres choses au public, qui, je pense, n'est pas du tout rétif à voir ou entendre d'autres choses, mais simplement, il faut les présenter de manière pédagogique, mais il n'y a aucune raison que ça n'intéresse pas un public plus large. Moi, je le constate quand je fais des conférences grand public, où généralement, je ne parle pas du tout ni de pyramide ni de momie, parce que ça n'est pas ma spécialité. Eh bien, il y a tout à fait moyen d'intéresser le grand public à d'autres sujets. Tout simplement parce que l'Égypte ancienne, enfin les gens qui vivaient à cette époque-là, vivaient aussi dans un monde où il fallait cultiver la terre, vivre au jour le jour, échanger avec ses voisins, naviguer, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des recherches beaucoup plus sur des sujets beaucoup plus variés. Alors oui, il y a des collègues qui continuent à travailler sur les tombeaux, le domaine funéraire, les momies, les temples, les pyramides, etc. Et tant mieux, parce qu'il y a encore beaucoup à faire d'un point de vue scientifique pour entièrement comprendre ces monuments, pour les préserver, pour les documenter, etc. Mais il y a aussi d'autres domaines de recherche. De plus en plus, on cherche à reconstituer la vie quotidienne des Égyptiens aux différents niveaux de la société, pas seulement pour ceux de l'élite ou pour la royauté. Alors, ce sont eux qui ont laissé le plus de traces, parce que une toute petite pourcentage de la population égyptienne savait lire et écrire et donc était capable de produire des textes. De même pour l'iconographie, tout ce que l'on voit comme image dans les tombeaux, c'est une vision très idéalisée qui est celle de l'élite égyptienne. Donc maintenant, on essaie d'avoir un regard critique sur les données provenant de ce type de monuments, et puis d'essayer de comprendre comment vivait aussi le reste de la population. Alors, il y a aussi un certain nombre de textes administratifs, de textes de la pratique, mais aussi les fouilles archéologiques, quand on fouille une ville avec ses différents quartiers. On touche de plus près à la vie quotidienne, à l'économie. Et donc, nous essayons maintenant d'avoir une vision plus précise, mais aussi plus nuancée de l'ensemble de la société égyptienne. Ce sont des esclaves? Oh non, ce sont des travailleurs libres. Ils sont fous, ces Égyptiens. Quand on pense à l'Égypte, on pense aux bâtiments qui sont debout, évidemment. Et d'ailleurs, ça paraît toujours fou que ça tienne debout. Hein. Mais donc, c'est la partie visible. Mais qu'est-ce qu'il reste? Est-ce qu'on arrive encore à trouver des traces de ces villes, des traces et dans quel état, en fait, on les trouve aussi? Oui, différentes équipes archéologiques fouillent des villes, par exemple, des quartiers de ville. Moi, je fouille avec mon équipe un ancien port le long de la mer Rouge. Voilà, donc on trouve aussi d'autres types de sites, pas seulement des temples et des tombes qui sont les mieux préservés. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls monuments en pierre. Quand on pense Égypte, on pense civilisation de la pierre et de l'architecture en pierre. Oui et non. C'est-à-dire que les grands temples
les tombeaux de l'élite et de la royauté sont construits en pierre. Mais même les palais royaux, les habitations, l'essentiel donc de l'architecture égyptienne est en briques crues, qui se préservent, bien évidemment, beaucoup moins bien que la pierre. Mais il y a possibilité tout de même de retrouver ces vestiges, notamment parce que lorsque ces villes sont édifiées sur la bordure désertique, les conditions climatiques et le fait que souvent ces sites n'ont pas été réoccupés permettent de les fouiller et d'avoir des vestiges assez bien préservés. Et puis pour les sites, la majorité qui sont dans la vallée du Nil, alors là les choses sont un peu plus complexes parce que bien sûr cette étroite bande de terre cultivable, elle est occupée depuis l'Antiquité, donc un village ancien ou une ville ancienne eh bien, va être réoccupé au Moyen-Âge, à l'époque moderne, aujourd'hui, d'autant qu'il y a eu un boom de la population égyptienne, donc la vallée du Nil est maintenant extrêmement peuplée, donc c'est plus difficile de retrouver les vestiges de ces villes de la vallée qui étaient les plus importantes de l'Antiquité. Mais il y a tout de même des fouilles. Par exemple, je pense au site de Avaris, au site de Père Ramsès, deux anciennes grandes villes égyptiennes dans l'est du delta qui sont en partie fouillées. Ou encore à la ville d'Éléphantine, sur la frontière sud de l'Égypte, au niveau de la première cataracte du Nil, qui est fouillée également. Donc on a un certain nombre de sites qui donnent des indications sur la vie urbaine en Égypte. Et vous, par exemple, donc vous avez fait des fouilles, on l'a dit, sur le bord de la mer Rouge. En gros, vous cherchez quoi sur la mer Rouge ? Le site que je fouille sur la mer Rouge, donc c'est une fouille franco-égyptienne, eh bien, c'est un ancien port intermittent. C'est-à-dire que c'était un port qui était utilisé de manière sporadique, qui n'était pas occupé en permanence, par des expéditions commanditées par la royauté égyptienne pour aller se procurer de la turquoise, donc cette pierre bleue utilisée en bijouterie, et du minerai de cuivre dans le sud du Sinaï. Donc ces expéditions, composées de plusieurs centaines, voire parfois plusieurs milliers d'hommes, partaient de la région de Memphis, au sud du Caire, qui était la capitale à l'Ancien au Moyen Empire, et puis traversaient à pied et avec des ânes le désert oriental d'Égypte, donc pendant quelques jours, voire une semaine, et puis arrivaient sur ce site qui est à 50 km au sud de l'actuelle Suez, sur la côte de la mer Rouge. Là, ils remontaient des bateaux qu'ils avaient transportés à travers le désert en pièces détachées. Ah, waouh. Voilà. Et puis, ils naviguaient. C'est une navigation assez courte pour traverser le golfe de Suez et se rendre dans le sud du Sinaï. Voilà, l'expédition durait peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. Ils faisaient des allers-retours entre les deux sites et avec la vallée pour ramener des vivres d'un côté et puis ramener le minerai de l'autre. Et puis de temps en temps, ils allaient un peu plus loin, c'est-à-dire ils allaient au sud de la mer Rouge, un endroit que les Égyptiens nomment le pays de Punt, d'où ils ramenaient de l'encens et d'autres produits exotiques. Mais là, ce sont des expéditions un petit peu plus exceptionnelles. Voilà. Et ça correspond à quoi, le pays de Punt, maintenant ? Excellente question, parce qu'on ne sait pas exactement. Alors, on sait que c'est le sud de la mer Rouge, donc soit côté sud de la péninsule arabique, soit côté Corne de l'Afrique. Voilà, peut-être d'un côté ou de l'autre, suivant les époques, parce qu'ils s'y rendent depuis l'Ancien Empire jusqu'à la fin du Nouvel Empire, donc sur 2 millénaires, mais à intervalles très, très, très irréguliers. En tout cas, c'est une région où il y a des arbres qui permettent d'avoir la résine pour l'encens, puisque l'encens est nécessaire au culte des dieux pour les Égyptiens, et ils en ramènent aussi des matériaux précieux, des produits exotiques, type défense d'éléphants, peau d'animaux, etc. Alors, c'était pas une question piège, parce que vraiment, je savais pas où était situé le sud de la mer Rouge. Vraiment, mon niveau, encore une fois, de géographie est catastrophique. Et vous l'avez dit, c'est intéressant, c'est de voir que, en tout cas, l'égyptologie, elle évolue même de s'intéresser à d'autres strates de la population, pas que les élites. Est-ce que ça montre, en tout cas, que l'égyptologie est toujours en évolution et vers quoi elle se dirige ? Oui, je pense. Alors, bien sûr, en égyptologie, on a commencé de manière globale, faut pas non plus complètement généraliser, à s'intéresser davantage aux temples, aux tombes, tout simplement parce que c'était des monuments bien préservés, qu'ils étaient là, sur pied, avec des couleurs, etc. Bon, c'était plus attirant, forcément. Puis il y avait aussi des nécessités de préservation de ces monuments. Voilà. Alors, l'égyptologie, comme d'autres domaines de l'histoire, évolue constamment. Un historien
écrit l'histoire, étudie surtout l'histoire depuis l'époque à laquelle il vit, donc avec un certain nombre de problématiques qui évoluent en fonction aussi de la société dans laquelle vit cet historien, cet archéologue, etc. Et de plus en plus, l'égyptologie est bien insérée au sein des sciences sociales et évolue comme d'autres sciences sociales. Il y a des problématiques qui évoluent, donc des questions que l'on pose à l'Antiquité, des questions que l'on pose aux sources antiques et aux monuments qui évoluent constamment, et tant mieux. Et alors, une dernière question sur ces bâtiments. Vous dites qu'ils sont très bien préservés, et c'est vrai. J'ai eu cette chance de les voir en vrai, donc c'était quand même assez incroyable. Mais pourquoi ils ont aussi bien traversé le temps ? Au-delà du fait qu'il y a peut-être une très bonne construction et des super architectes et des super bâtisseurs, mais comment c'est possible que même à travers les âges, et même plus de 2000 ans d'histoire, personne ne se soit amusé à les démonter ou à les détruire, quoi. Mais c'est arrivé. Beaucoup de monuments ont été démontés. Par exemple, entre le passage de l'expédition d'Égypte au tournant 18e, 19e, et rien que le milieu ou la fin du 19e siècle, un certain nombre de temples ont été démontés. Ils sont passés dans les fours à chaux, etc. Ça arrive partout, hein. Puis il y a aussi beaucoup de pillages de la part d'aventuriers occidentaux qui vendaient des collections ensuite à différents pays européens. Donc il y a eu beaucoup de destruction. On est loin d'avoir une préservation de l'entièreté de ce qui a pu être bâti en Égypte dans l'Antiquité, loin de là. Ensuite, il y a un certain nombre de sites bien préservés parce que notamment les sites des nécropoles, des cimetières, sont souvent situés sur les bordures désertiques, c'est-à-dire que vous avez la vallée du Nil, des terres cultivables de chaque côté le Nil lui-même, des terres cultivables de chaque côté du Nil. Alors sur une largeur différente suivant les endroits, ça peut être quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres. Et puis ensuite, ces deux déserts qui entourent l'Égypte. Et généralement, les tombes sont, en tout cas les tombes qui appartiennent à l'élite, sont réalisées sur cette bordure désertique. Donc avec des conditions de préservation qui sont meilleures parce que ce sont des endroits qui sont déjà moins réoccupés que ceux sur les terres cultivables de la vallée, et puis où le climat aussi permet une meilleure préservation. Bon, après, quand il y a une pyramide comme celle de Khéops qui fait 146 mètres de haut, faut quand même déjà vouloir la bouger, hein. Ceci dit, elle n'est pas entièrement préservée parce qu'elle était entièrement recouverte d'un parement de calcaire fin très blanc, beaucoup plus blanc que le calcaire du plateau de Giza, sur lequel sont élevées les pyramides qui constituent le cœur de son architecture. Et l'entièreté de ce parement a été enlevée au cours de l'histoire égyptienne et a servi à d'autres constructions. Donc, même pour ces grands monuments, ils n'apparaissent pas maintenant comme ils l'étaient dans l'Antiquité. Alors, on est d'accord qu'Amun-Aptra n'existe pas. Oui. Vous me l'avez dit, je suis encore un peu déçue, mais c'est comme ça. Mais est-ce qu'il est possible qu'un jour on tombe sur justement une cité dont on n'aurait jamais entendu parler ou une cité qui serait un peu perdue au milieu de nulle part ? Est-ce que en tant qu'égyptologue, on a l'espoir un jour de tomber sur quelque chose de complètement inédit de ce genre-là ? De ce genre-là, non. Non. De complètement inédit, oui, et ça arrive régulièrement. Oui. On peut avoir des vestiges d'un village ou d'une ville qui n'a pas encore été fouillée dans la vallée du Nil, dont on ne connaît pas le nom antique, par exemple. Oui, ça c'est complètement possible, ça arrive de temps en temps. Il y a des opérations de prospection dans certaines régions pour repérer des sites qui n'ont pas encore été fouillés. Voilà. Donc ça arrive, et il y a toujours de nouvelles découvertes qui sont faites. Il y a aussi un boom de l'archéologie, des pistes désertiques et des déserts depuis 20 ou 30 ans, notamment avec les meilleurs moyens qui sont à notre disposition actuellement, les 4x4, les GPS, satellites, etc. Donc il y a eu beaucoup de découvertes, une réévaluation assez forte de tout ce qui était expédition égyptienne dans les déserts, parce qu'ils ne font pas que naviguer sur le Nil, hein. Ils empruntent des pistes désertiques, parfois très loin dans le désert. Voilà. Donc, mais de trouver une ville entière en plein désert qui ne serait pas encore découverte, non. Alors, Claire,
avant de vous laisser, est-ce que vous pouvez me recommander un film de votre choix? Et promis, vous n'êtes pas obligé de placer le mot momie dans ce film. Donc vraiment, ce que vous voulez. Alors ça tombe bien parce que je le placerai pas. Ah bah voilà, enfin, on arrête avec les momies. Je suis pas une grande fan pour être honnête de films de momies ou de revenants ou de films d'horreur. Voilà, c'est pas trop ma passion. Je sais pas si on veut rester sur l'Égypte. Alors il y a tout un cinéma égyptien qui a été extrêmement dynamique pendant tout la deuxième moitié du XXe siècle. Le Caire était vraiment un des grands centres du cinéma qui a inondé tout le Moyen-Orient de films et de séries. Et reste un centre important. Il y a un film qui était sorti en 2016 qui s'appelle Ali, la chèvre et Ibrahim de Sherif El-Bendari, qui est un très joli film sur l'Égypte contemporaine, sur l'Égypte d'après la Révolution de 2011. Et moi, je recommande assez vivement, c'est assez poétique et ça en dit en même temps beaucoup sur la société. Donc voilà. Et puis moi, je recommande très vivement d'être curieux du cinéma, en effet, égyptien, qui est assez sublime. D'ailleurs, je pense à un réalisateur comme Youssef Chahine, qui est un très très grand réalisateur égyptien. Donc soyez curieux, vraiment. Et merci pour cette recommandation. Et merci Claire Somaglino d'être venue nous donner des nouvelles. Des momies, je l'ai redit, des momies. 7e Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.